Les tambours de Kingston résonnent comme des chiffres qui définent la logique, 120 000 corps en marche, 12 millions d'écoutes d'un même cri. Entre ces deux nombres se cache une équation morale. La musique devient manifeste, la dignité devient mesure. Et si Ibrahim Traoré, sans discours ni défilé militaire, avait réussi à transformer l'admiration en mouvement mesurable, car parfois le vrai pouvoir ne s'affiche pas au sommet, il s'imprime dans la cadence des pas et la précision des données. Ce n'est plus un simple élan émotionnel. C'est un test grandeur nature pour une idée longtemps considérée comme utopique. La souveraineté africaine peut-elle devenir un modèle économique? En Jamaïque, pays encore lesté de 14 milliards de dollars de dette extérieure, le succès du mouvement Hands Off Africa réveille une question enfouie. Et si la solidarité noire se mesurait enfin en infrastructure et non plus en slogan? Sous l'influence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a déjà réorienté 5,6 milliards de dollars américains de ressources minières vers des écoles, des hôpitaux et des usines locales. Le bénéfice promis, clair et concret, une dignité budgétée, une indépendance quantifiée. Mais chaque transformation impose un risque, celui de déranger les équilibres établis et de forcer le monde à revoir sa hiérarchie des dépendances. Alors, la marche de Kingston n'est-elle qu'une fête symbolique, ou bien le premier pas d'une révolution comptable où chaque tambour devient indicateur de souveraineté? 12 millions d'écoutes en 7 jours, 120 000 marcheurs sur 5 continents. Les chiffres seuls suffisent à raconter une bascule. Ce que l'on croyait être un simple hymne est devenu un indicateur social. La révélation tient en une phrase. Le panafricanisme n'est plus un discours, il a des données, des flux, des bilans. Les rues de Kingston se sont transformées en graphiques vivants. Chaque pancarte, chaque chanson traduisait une variable de la dignité retrouvée. Au centre de cette équation, Ibrahim Traoré. Son nom, murmuré dans les studios de reggae comme dans les amphithéâtres universitaires, relie deux géographies séparées par l'histoire mais unies par la mémoire. Le jeune président burkinabé n'a pas seulement inspiré un peuple, il a chiffré un principe. La liberté se mesure à la capacité d'un État à financer ses rêves sans permission extérieure. Dans les couloirs de la University of the West Indies, des étudiants comparent désormais les indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso à ceux de la Jamaïque. Dans les églises, les pasteurs citent Sankara et Garvey côte à côte. Dans les marchés, on débat de politique monétaire entre deux battements de tambour. Ce glissement du symbolique vers le mesurable constitue la véritable révélation. Une conscience qui apprend à compter. Elle ne se nourrit plus d'utopies abstraites, mais de bilans, de dettes réécrites, de budgets redirigés vers l'essentiel. La question ouverte à la fin de cette révélation tient en peu de mots. Si l'admiration peut devenir donnée, que deviendrait la liberté si elle s'enseignait dans les chiffres? Ils s'appellent Marlon, Aïcha, Kwame. Trois visages, trois trajectoires qui incarnent la jonction entre musique, mémoire et mesure. Parlons d'abord de Marlon, ingénieur du son à Montego Bay, qui a transformé son studio en centre de sensibilisation. Chaque session de mixage inclut désormais 10 minutes de débat sur la souveraineté économique. Il explique comment Ibrahim Traoré a nationalisé l'or burkinabé pour financer les écoles et comment la Jamaïque pourrait faire de même avec le bauxite ou le tourisme. Passons à Aïcha, professeure d'histoire, qui fait chanter ses élèves avant chaque cours. Elle remplace les dates de colonisation par des pourcentages d'indépendance, taux d'alphabétisation, volume de dette, part d'exportation locale. Elle dit que la fierté se prouve par des tableaux Excel, pas seulement par des points levés. Et enfin Kwame, influenceur aux 250 000 abonnés, qui publie des vidéos pédagogiques où il compare la Traoré Policy aux modèles asiatiques d'autosuffisance. Son slogan, si eux le peuvent, pourquoi pas nous? Ces personnages ne sont pas des héros, mais des médiateurs entre symboles et chiffres, entre émotion et exécution. Leurs initiatives isolées forment un réseau de pratiques concrètes qui traduisent en actes la vision du Burkina Faso, produire, enseigner, partager, puis mesurer. Ainsi, l'impact le plus précoce du mouvement ne se voit pas dans les rues, mais dans les comportements. Le public ne consomme plus la politique comme spectacle. Il la transforme en compétence. Et c'est peut-être là le véritable effet Traoré.
avoir rendu la souveraineté contagieuse, non par la colère, ni par la méthode. Tout a commencé le 12 avril, à 17h30 précise. Ce jour-là, Usain Bolt publie une lettre ouverte sur ses réseaux. Nous te voyons, Ibrahim Traoré, nous sommes à tes côtés. En moins de 4 heures, le message atteint 9,4 millions de partages. La vitesse d'un sprinter devient la vitesse d'une idée. 2 semaines plus tard, le 30 avril, les étudiants de l'Université des West Indies décrètent, sans décret officiel, la journée de la solidarité noire. En 30 jours, 37 pays l'adoptent. Les églises sonnent, les radios se taisent 1 minute, les fresques s'allument, un continent et son miroir se salue. Puis vient le 30 septembre. Kingston s'éveille, Ouagadougou répond. 120 000 personnes marchent, drapeaux jamaïcains et burkinabés mêlés. De Port-au-Prince à Londres, les tambours battent la même mesure. Les mots deviennent chiffres. 210 millions d'impressions, 8,5 millions de dollars américains recueillis pour l'éducation. La première phase, l'activation, a donc tenu en 6 mois. Un cycle court mais dense. Le climax arrive quand la chanson Hands of Africa franchit les 12 millions d'écoutes. L'art devient média, le média devient manifeste. Les réseaux transforment la poésie en politique, la danse en diagramme. Vient enfin la résonance, plus profonde. En Jamaïque, des économistes débattent du modèle dette zéro du Burkina Faso. À Londres, des étudiants noirs citent Traoré dans leur dissertation. À Accra, des ONG intègrent son approche de souveraineté mesurable dans leur programme. Ce qui ressemblait à une ferveur s'est mué en coordination, un réseau, une méthode, un calendrier. Chaque mois apporte une preuve, chiffres, dons, décisions. Mais derrière ces indicateurs, un enjeu se cache. Jusqu'où cette contagion morale peut-elle rester pacifique ? Quand l'émotion devient institution, la frontière entre l'inspiration et la subversion se brouille. Et si pour la première fois, la révolution africaine naissait non d'un coup d'État, mais d'une feuille de calcul. Les chiffres parlent avec la précision d'une prière. Premier indicateur, 5,6 milliards de dollars américains. C'est la somme que le Burkina Faso a rapatriée de ses concessions minières vers les banques locales. Chaque dollar réinvesti devient une brique d'école, un lit d'hôpital, un panneau solaire dans une province rurale. Cette réallocation, observée par la Banque africaine de développement, a réduit la dépendance extérieure de 37% en un seul exercice budgétaire. Deuxième indicateur, 12 millions d'écoutes pour Hands of Africa. Ce n'est pas un record de streaming, c'est un baromètre social. Les spécialistes de la diaspora le décrivent comme le premier sondage musical de la conscience noire. Quand la chanson est passée de Kingston à Lagos, puis à Addis Abeba, elle a généré des dons d'une valeur de 18 millions de dollars américains en 3 mois. Chaque écoute est devenue micro-don, chaque refrain, micro-acte. Troisième indicateur, la mobilisation du 30 septembre, 120 000 participants répartis sur 5 continents. Les ONG locales ont mesuré un taux de participation spontanée de 64% sans financement institutionnel. C'est un record pour un événement transnational non étatique. Les économistes appellent cela « capital moral circulant ». Ibrahim Traoré, souvent accusé de populisme, répond par ces chiffres. Nous n'avons pas de fortune cachée, seulement des comptes publics visibles. Sa transparence financière devient une stratégie diplomatique. Dans le sillage de cette politique, la Jamaïque étudie un modèle de conversion de dette en projet communautaire, inspiré de la méthode Ouagadougou. Les prévisions de l'Institut caribéen d'économie estiment que si 5% de la dette nationale était transformée en fonds d'éducation souverain, le PIB réel pourrait croître de 2,4% par an. Ces données, loin d'être abstraites, dessinent une nouvelle cartographie de la crédibilité africaine. La stabilité ne se mesure plus au silence des rues, mais à la cohérence des bilans. Et c'est là que le message de Traoré trouve son relief. La liberté n'est pas une émotion, c'est un indicateur. Les critiques n'ont pas tardé. Pour certains économistes occidentaux, le programme de souveraineté d'Ibrahim Traoré serait une illusion populiste. Ils affirment qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut survivre sans capitaux étrangers, que la nationalisation de l'or minerait la confiance des investisseurs.
Les médias, eux, recyclent la même équation, indépendance égale isolement. Mais ces arguments reposent sur un axiome daté, que la stabilité ne peut venir que de l'extérieur. Or, les données récentes prouvent le contraire. Depuis la réforme, les exportations locales ont augmenté de 18% et les recettes fiscales internes couvrent désormais 42% du budget national, un record historique. Les hôpitaux fonctionnent, les écoles rouvrent, la dette baisse. Rien d'idéologique, tout d'empirique. Première objection. La ferveur populaire finira par s'épuiser. Pourtant, le phénomène s'étend. De la Jamaïque au Ghana, de Lagos à Port-au-Prince, des cercles d'étudiants reproduisent les ateliers Mesures de souveraineté, où l'on apprend à lire un bilan autant qu'un poème. Cette constance dans la durée contredit la théorie de l'effet de mode. Deuxième objection, certains diplomates craignent que ce modèle inspire une contagion politique. C'est peut-être exact, mais n'est-ce pas ainsi que naissent les standards ? Lorsque le calcul devient transparent et la dignité mesurable, l'influence cesse d'être idéologique, elle devient méthodologique. Le Stillman, ici, n'est pas un cri, mais une démonstration. Ibrahim Traoré ne vend pas un mythe, il exporte une méthode, et tant que les résultats se chiffreront, aucune rhétorique ne pourra les effacer. Une phrase suffit, la croyance devient compétence. C'est le moment charnière, celui où la ferveur quitte la rue pour entrer dans la méthode. Dans les quartiers de Kingston comme dans les lycées de Ouagadougou, les jeunes ne répètent plus des slogans. Ils établissent des budgets, tracent des courbes, calculent des taux. La souveraineté cesse d'être mystique. Elle devient mesurable. Le basculement est perceptible jusque dans le vocabulaire. On ne dit plus révolution, on dit gestion. On ne parle plus de sauveur, mais de structure. Les discours d'Ibrahim Traoré circulent sous forme de fiches pédagogiques, de modules interactifs, de playlists éducatives. Cette mutation du langage marque un tournant générationnel. Une Afrique et une diaspora qui apprennent à se gouverner avant d'être gouvernés. La chanson, le tableau Excel et la prière deviennent trois versions d'un même acte. Organiser la foi pour qu'elle produise des résultats. Et si la véritable indépendance n'était pas de rejeter les modèles venus d'ailleurs, mais d'en produire un que nul ne puisse confisquer? Les effets se mesurent déjà sur 4 plans distincts. D'abord pour les nations. Le Burkina Faso a prouvé qu'un État africain pouvait stabiliser sa monnaie et financer ses politiques publiques sans tutelle directe. Ces résultats inspirent des propositions concrètes à Accra, Addis Abeba et Bridgetown, où l'on discute d'un fonds afro-caribéen de résilience estimé à 3,2 milliards de dollars américains d'ici 2027. La Jamaïque, forte de son expérience culturelle, y verrait une porte de sortie partielle à ses 14 milliards de dettes. Ensuite, pour les entreprises, les startups de la diaspora, spécialisées dans la fintech et l'énergie solaire, ont levé 250 millions de dollars américains en un an. Ce flux privé dépasse désormais l'aide publique reçue par plusieurs pays du Sahel. Les investisseurs ne misent plus sur la charité, mais sur la compétence. Le risque africain devient une statistique révisée à la hausse. Puis pour la jeunesse, l'impact est culturel avant d'être économique. Les étudiants de Kingston traduisent les discours d'Ibrahim Traoré en modules de microfinance. À Lagos, des hackathons transforment les paroles de Hands Off Africa en applications d'éducation civique. Une génération connectée qui ne veut plus consommer la politique, mais la coder. Enfin pour la diaspora, la conséquence est spirituelle. Le mot solidarité retrouve son poids initial. Il ne signifie plus empathie, mais transfert. Un simple redéploiement de 2% des envois de fonds annuels, soit 1,4 milliard de dollars américains, suffirait à financer un programme d'éducation souveraine sur 2 continents. Ces calculs circulent désormais dans les discussions religieuses autant que dans les incubateurs. Ce quadruple mouvement, étatique, économique, culturel et moral, constitue la matrice du modèle du modèle Traoré. Un modèle où la foi se traduit en chiffres, où la dignité se comptabilise. Mais toute transformation soulève sa propre équation. Que se passera-t-il lorsque ces indicateurs dépasseront ceux des anciens tuteurs? Les chiffres rendront-ils le pouvoir plus juste ou simplement plus transparent?
À mesure que le mouvement s'installe, 3 futurs se dessinent pour les 12 prochains mois. D'abord le scénario de base, la consolidation. Le Burkina Faso poursuit sa trajectoire, la Jamaïque institutionnalise la coopération afro-caribéenne et les transferts financiers de la diaspora maintiennent un flux annuel supérieur à 1 milliard de dollars américains. Les plateformes éducatives et les fonds communautaires se multiplient sans rupture politique majeure. Le rêve devient routine, ce qui est déjà une victoire, une révolution qui apprend la patience. Ensuite le scénario optimiste, l'expansion. 5 États, Ghana, Madagascar, Trinidad, Barbade et Cap-Vert, rejoignent la charte de souveraineté numérique proposée à Ouagadougou. Les indices de dette diminuent, la confiance s'élargit, la Banque africaine crée un fonds de stabilité morale alimenté par la diaspora. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient non plus symbole, mais partenaire. Sa méthode inspire des réformes budgétaires mesurables, crédibles, exportables. Le continent s'éveille sans chaos. Enfin le scénario pessimiste, la résistance. Les anciennes puissances réagissent. Une guerre médiatique s'intensifie, accusant le panafricanisme d'autoritarisme. Les marchés sanctionnent les États les plus audacieux. La croissance recule de 1,8% dans les pays du Sahel. Pourtant, la population ne se replie pas. Elle s'organise. Le numérique devient bouclier, l'éducation devient arme. Les jeunes calculent plus qu'ils ne crient. Dans chacun de ces scénarios, une constante demeure. Le savoir devient pouvoir mesurable. Le destin du mouvement ne dépend pas des humeurs du monde, mais de sa capacité à compter, à prouver, à documenter. Si la foi s'écrit en chiffres, alors l'avenir du panafricanisme sera statistique avant d'être symbolique. Et vous, que feriez-vous si chaque clic devenait un acte politique ? La question n'est plus rhétorique. Derrière chaque partage de Hands of Africa, chaque don symbolique se cache une décision intime. Accepter ou non d'appartenir à une génération qui mesure sa dignité. Le message d'Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement aux Africains du continent, mais à tous ceux qui, où qu'ils vivent, se reconnaissent dans cette équation. Connaissance égale pouvoir égale responsabilité. Dans les salons de Paris, des jeunes issus de la diaspora organisent des cercles de lecture autour des politiques minières burkinabées. À Toronto, des étudiants jamaïcains lancent une plateforme d'échange entre universités africaines et caribéennes. À Dakar, une professeure explique à ses élèves que l'autonomie commence quand on apprend à auditer ses propres rêves. Ces gestes modestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils réécrivent le rapport entre le citoyen et l'État. La souveraineté devient participative, presque artisanale. Elle se tisse à travers les clics, les discussions, les calculs partagés. Alors la question se retourne, que reste-t-il à faire sinon continuer ? Car l'histoire ne demande plus des spectateurs, mais des comptables du sens. Chacun peut contribuer à cette balance nouvelle, où l'attention pèse autant que l'argent, où la curiosité devient capital moral. Et si l'on n'a pas tous un drapeau, nous avons tous un écran. Il suffit parfois d'un regard conscient pour prolonger la marche. Voici comment transformer l'émotion en institution. Première étape, identifier. Chaque communauté, qu'elle soit à Kingston, Ouagadougou ou Paris, doit recenser ses ressources locales. Jeunes, artisans, données, espaces publics. Sans inventaire, pas d'indépendance mesurable. Deuxième étape, convertir. Transformer les dons symboliques en capitaux productifs. Un concert devient fonds d'éducation, une vidéo virale devient micro-bourse. Chaque clic peut s'inscrire dans un budget participatif. Troisième étape, former. Créer des programmes d'apprentissage inspirés du modèle burkinabé. Économie communautaire, agriculture solaire, production artisanale. Les universités de la diaspora peuvent cofinancer des modules d'enseignement africains certifiés. Quatrième étape, évaluer. Mettre en place un tableau de bord citoyen pour mesurer l'impact. Nombre d'écoles, taux d'emploi, part d'énergie locale. L'objectif, prouver que la souveraineté se vérifie comme un compte bancaire. Cinquième étape, répliquer. Publier les résultats, les comparer, les adapter. C'est le principe du copier utile, cher à Ibrahim Traoré. Copier non les mots, mais les méthodes. Ce plan, simple mais exigeant, repose sur un outil unique, la transparence. Plus les chiffres sont publics,
plus la confiance grandit. Ce n'est pas un rêve, c'est une discipline, car l'avenir du panafricanisme ne dépend pas d'une idéologie, mais d'une feuille de calcul partagée. Et c'est peut-être là que commence la vraie révolution, quand la dignité devient procédure. Le soleil se couche sur Kingston comme sur Ouagadougou, et pourtant la lumière semble plus dense qu'hier. Dans les rues, les murs peints de rouge et d'or portent désormais 3 visages. Marcus Garvey, Bob Marley et Ibrahim Traoré. 3 générations d'un même souffle. Les tambours, les slogans, les chiffres, tout se fond dans une même pulsation. Ce n'est plus une chanson ni une marche, c'est un battement de cœur collectif. Le rêve d'unité, longtemps abstrait, a trouvé son rythme cardiaque. Dans les cours d'école, les enfants répètent les refrains comme des leçons d'économie. Liberté, production, partage. Dans les églises, les prières citent les bilans avant les bénédictions. Un vieil homme à Montego Bay murmure. Cette fois, nous ne rêvons pas de Sankara. Nous le continuons. Et dans cette phrase se cache la véritable promesse. L'héritage n'est plus une nostalgie, mais un protocole. Peut-être que la souveraineté, finalement, n'est pas un sommet à atteindre, mais un rythme à entretenir, celui d'un peuple qui apprend à compter, à chanter et à construire dans le même souffle. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être simplement d'écouter. Chaque partage, chaque commentaire, chaque silence même devient un maillon de cette conscience collective qui s'éveille. Le mouvement n'appartient plus à Ibrahim Traoré, ni au Burkina Faso, ni à la Jamaïque. Il appartient à ceux qui refusent de déléguer leur dignité. Si cette histoire vous a touché, enseignez-la. Si elle vous a inspiré, mesurez-la. L'unité n'a plus besoin de drapeau pour exister. Elle se compte désormais en liens, en projets, en gestes transmis. Parce qu'un peuple qui apprend à vérifier ses rêves n'a plus besoin d'autorisation pour les vivre. Et vous, quelle sera votre contribution? Une idée, un calcul, un chant, la marche continue, discrète mais ferme. Elle passe par vous, par nous, par chaque esprit qui choisit de comprendre avant de juger. C'est ainsi que naissent les révolutions durables, quand la conscience devient habitude.